Je suis ravi de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine pour parler du prix pour la Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine. Cette Fondation pour une agriculture durable, elle poursuit son engagement favorable à une agriculture durable et innovante en Nouvelle-Aquitaine. Francis, je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Parlez-nous un peu de cette fondation. Alors cette fondation qui a 15 ans maintenant, qui a pas tout à fait sa majorité, mais qui va terminer son adolescence et qui a pour but de valoriser ce qui se pratique sur les exploitations agricoles comme nouveauté et sur tout ce qui peut aller dans le sens de l'économie de l'espace, l'économie d'intrants, etc. Donc depuis sa création, cette fondation a quand même 100 lauréats. Sa création, c'était en 2009, c'est bien. C'est tout à fait, c'était en 2009. Et donc, depuis 2009, 100 lauréats, disais-je. Et depuis quelques années, nous avons aussi lancé ce concours pour des thésards, dont on allait en voir cet après-midi. On va en voir 2 qui ont été retenus sur les 3. Et cette année, pour l'année 2026, nous avons eu 14 dossiers. Sur ces 14 dossiers, 6 lauréats ont été primés. Et sur ces 6, on a la chance cet après-midi d'en avoir 5. Donc c'est magnifique. Ils vont pouvoir nous exposer leurs projets, leurs buts, ce qu'ils font sur leur exploitation. Voilà. Et il faut savoir que cette fondation a été créée par des organisations professionnelles, les crédits agricoles de la région Nouvelle-Aquitaine, la coopérative Maïsadour, la SAFER, qui est un partenaire important dans cette fondation. On peut citer également EDF, qui sont des fondateurs de l'époque, avec Bayer également. Voilà, j'en ai peut-être oublié 1 ou 2, mais voilà pourquoi cette fondation. Et puis je crois qu'on va laisser place aux lauréats. On va voir aussi avec Bruno Millet. Bruno, expliquez-nous un peu c'est ce principe d'appel à candidature, comment on fait pour candidater et comment on choisit ces lauréats aussi. Oui, bonjour à tous. Juste pour compléter ce qu'a dit Francis, mais chaque année il me fait la même chose. Il oublie toujours un partenaire et donc, un fondateur. Ça me permet de dire. Donc l'entreprise de Sangos qui nous a rejoint il y a 2-3 ans et qui est donc une entreprise spécialisée dans les produits de biocontrôle. Voilà. Donc comme Francis le rappelait, on a 15 ans et le principe est à peu près le même depuis l'origine. Donc l'idée c'est de solliciter des appels à candidature, enfin des candidatures auprès d'agriculteurs et d'agricultrices, les deux étant importants. Mais pas en leur demandant un dossier qui fasse 50 pages. Les agriculteurs, ils ont assez de dossiers à faire, etc. Donc c'est un dossier vraiment très simple, recto verso. Ce qu'est mon exploitation et qu'est-ce que j'ai engagé sur elle pour améliorer sa durabilité. Donc là, on regarde les dossiers sur papier et on juge avec un comité d'experts si effectivement le projet est abouti. Puisqu'on ne prend pas en considération des projets non aboutis, on veut mesurer notamment la viabilité économique de la réalisation. Or, un projet, par construction, s'il est en projet, il n'est pas abouti. Donc, c'est pas que le projet n'est pas intéressant, c'est qu'il ne correspond pas à notre appel à candidature. Et donc, on dit aux candidats éventuels, revenez dans 2 ans quand votre truc sera en place. À partir de là, on a donc ce comité d'experts dont j'ai parlé, dont certains d'entre eux sont ici autour de la salle. On va sur place, sur l'exploitation. On passe 2 heures, 3 heures, voire plus, parce que souvent ça se passe très bien. C'est toujours un moment très sympathique. Et à partir d'une grille qui s'est inspirée de la grille IDEA, qui avait été mise en place à l'époque par IRTA, d'analyse en fait de la performance de l'exploitation sur le plan économique, environnemental et social. Alors évidemment, on ne peut pas pratiquer la grille IDEA en 2 heures ou 3 heures, c'est beaucoup plus long, mais on fait une simulation quelque part à dire d'experts, on va dire. Et à partir de là, on rend compte à un jury, on dit voilà, on est allé sur telle exploitation, voilà ce qu'elle a fait. Nous, on estime que sur le plan économique, finalement, c'est viable, il y a du revenu, sur le plan environnemental, il y a eu du progrès, sur le plan social, c'est vivable, à la fois dans son environnement, mais aussi pour l'exploitant agricole. Voilà. Donc à partir de là, le jury est souverain, donc le jury de la Fondation, et décide d'attribuer des prix aux lauréats. Donc cette année, on en a eu 6 chez les agriculteurs et agricultrices, 2 chez les thésards. Alors sur les thésards, c'est un tout petit peu différent, mais j'y reviendrai en 2 minutes. Et juste pour dire que pourquoi on a souhaité faire ça, il y a 2 raisons. La première,
c'est que ces agriculteurs et agricultrices qui ont fait évoluer leur système, pas forcément avec la révolution du grand soir, hein, mais dans un contexte donné, ont décidé de modifier leur exploitation pour plus de durabilité. Elle peut servir de modèle, en tout cas de guide, de piste à leurs voisins, parce que si eux ont réussi, pourquoi les autres ne réussiraient pas? Et deuxièmement aussi, c'est pour améliorer toujours la relation agriculture-société, qui n'est pas toujours facile. C'est-à-dire l'agriculture, dans les agricultures de nos territoires, il y en a plein, et il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui font évoluer leur système, parce qu'à la fois c'est bien pour eux, et c'est bien pour la collectivité. Voilà, c'était ça un peu l'objectif de la Fondation depuis l'origine. Et juste pour finir sur les thésards, l'idée c'est d'accompagner, alors pour le coup, des étudiants, là aussi, qui ont passé leur thèse et qui ont avec succès, mais dont les travaux peuvent contribuer par déclinaison sur le quotidien de l'exploitation agricole à améliorer la durabilité des exploitations de Nouvelle-Aquitaine. Voilà un peu les fondements. Voilà, et donc on incite chaque année, il y a un appel à candidature annuel qui est lancé en général dès la clôture et dès la remise des prix cette année, oui. Et qui vaudra cette année pour 2027. Voilà, donc on est toujours très content, et on a souvent, alors des fois on a des candidatures qu'on ne garde pas mais qui sont quand même intéressantes, donc des fois on le retrouve un peu après. Voilà, et en tout cas un grand merci aux lauréats qui ont fait le voyage jusqu'à chez nous, parce qu'il y en a qui viennent de loin, hein. Je pense à Guillaume Saint-Rayet, à Emmanuel, j'ai plus son nom, mais ça va Marchand. Voilà, voilà. Bon, c'est les plus éloignés. Ça n'enlève pas de mérite aux Girondins et aux Viennois, hein. Non, pas de problème. Mais en tout cas, voilà, merci à eux, parce que c'est toujours un moment, voilà, c'est du temps. En plus, avec le temps qu'il fait, ils ont pris sur l'exploitation. Et puis il y a du travail actuellement. Mais ils ont pu visiter le salon de l'agriculture, qui est quand même toujours un moment intéressant aussi. Voilà, je me tais maintenant. Bon, donc justement, on va accueillir 5 des 6 lauréats 2026. Je vous propose d'accueillir tout de suite Emmanuel Marchand, justement. Bonjour Emmanuel, le temps que vous preniez le micro. Bonjour Emmanuel. Petit souci de son, encore une fois. Allez-y, reparlez pour voir. Mais... Bonjour. Voilà, là on vous entend, exactement. Donc Emmanuel Marchand, vous êtes en exploitation à Le Tout. Le Tout, effectivement. En Charente-Maritime. En Charente-Maritime, donc situé à 20 minutes dans l'arrière-pays de La Rochelle, donc le nord de la Charente-Maritime. Et vous parlez d'exploitation. Alors j'aime souvent à souligner l'idée que j'aime parler de ferme paysanne et qui s'inscrit dans son paysage. Vous avez eu quelques mots sur le territoire, sur le lien à son environnement, etc. Et c'est vrai que depuis 2010, date à laquelle j'ai repris la ferme, donc à peu près à l'âge de la fondation également, je m'applique en tout cas à intégrer cette ferme dans son paysage social, dans le territoire et dans la nature, la biodiversité qui l'entoure, et d'essayer donc de tendre vers une production agricole qui tienne compte de ces facteurs-là, avec toute une constellation finalement d'acteurs, d'actrices qui composent et qui accompagnent la ferme dans sa grande complexité. Donc justement, présentez-nous un peu cette exploitation, cette ferme. Merci. donc la ferme du Mont d'Or, c'est une ferme familiale au départ, reprise en 2010. C'était mon père qui était donc l'exploitant pour le coup à l'époque. Et donc en 2010, moi j'ai choisi de convertir la ferme en agriculture biologique et d'y effectuer effectivement une transformation à la ferme et de la vente directe. Donc il y a eu une transformation en farine d'une partie des céréales, oui. Une transformation également en bière avec des brasseurs voisins sur la commune voisine. On a travaillé également la transformation en légumes secs, donc là via la coopérative Corab, qui est une coopérative 100% bio située à Saint-Jean-d'Angély, là en Charente-Maritime. Charente-Maritime aussi. On trie l'ensemble des légumes secs et une partie est revendue sur la ferme ou dans les réseaux restauration collective et les magasins classiques de production de producteurs bio comme Biocop par exemple. Justement, j'allais vous dire quelles réalisations s'inscrivent un peu dans cette agriculture durable. Et bien donc l'agriculture, sur la ferme du Mont d'Or, elle est située dans un paysage assez ouvert, le paysage de la plaine de l'Aunis, qui est dans l'arrière-pays de La Rochelle, et paysage dans lequel, de mon point de vue, il manquait beaucoup de corridors écologiques qui accompagnent la production à la ferme. Et donc plutôt que de travailler contre la nature ou à côté de la nature, moi j'ai fait le choix de travailler avec et en soutien
avec le soutien de la nature. Et pour ce faire, j'ai donc libéré 10 hectares à mon installation pour recréer des corridors écologiques. Et donc on a planté avec des citoyens, des citoyennes, des chasseurs, des gens de la LPO, tout un collectif assez impressionnant. Donc on a 150 personnes tous les ans qui viennent planter des arbres. Et on a planté 20 000 arbres sur la ferme depuis 2010. Ce qui constitue à peu près 10 km, même 13 km de haies et 27 hectares d'agroforesterie. Et ce qui a fait l'objet de la visite des visite experts sur la ferme, c'était qu'on est passé à l'étape création de zones humides. Et donc on est situé plutôt sur une zone, sur les points hauts de l'Aunis, à savoir 37 mètres quand même, attention, c'est oui, pas rien. Et donc il n'y a pas d'eau qui ruisselle. Et donc on a créé des mares, 10 mares, avec un projet de création de 10 mares complémentaires. En gros, une par parcelle, à peu de choses près. Et ces mares-là viennent en soutien à l'ensemble de la biodiversité de la ferme. Biodiversité qui a plusieurs axes de travail, c'est-à-dire qu'on va travailler en priorité sur la biodiversité liée à la production agricole. Donc l'ensemble des auxiliaires de culture sont favorisés sur la ferme. Et évidemment, de ce fait-là, on va aussi favoriser l'ensemble de la biodiversité patrimoniale et ordinaire, entre guillemets, telle qu'on peut la croiser dans nos campagnes. Et donc progressivement, depuis 15 ans, on voit arriver progressivement un équilibre bien plus intéressant sur l'ensemble des cortèges d'insectes, d'oiseaux, etc. Et c'est une des particularités de la ferme. Du coup, ça fait un petit oasis d'une centaine d'hectares dans le paysage de l'Aunis qui est très ouvert et qui est un peu triste pour le coup. J'allais dire, les perspectives pour l'avenir, qu'est-ce que vous voyez encore pour changer, grandir, toujours faire avec la nature ? Eh bien, tout simplement, les 27 hectares en agroforesterie, c'est un début. C'est-à-dire qu'il y a 82 hectares en production qui pourraient se retrouver à terme tous en agroforesterie. Donc voilà un chantier déjà de 30 hectares. 40 hectares d'agroforesterie complémentaires à minima. Oui. Et on va continuer la création de mares, on va continuer un certain nombre de choses pour finalement continuer d'accueillir ces auxiliaires de culture qui sont tous les ans suivis par la Chambre d'agriculture et on constate une augmentation progressive. Il y a une formation d'ailleurs sur la ferme qui s'est faite il y a quelques jours pour former les techniciens des chambres d'agriculture de France à ces questions-là. D'installation, d'aménagement agroécologique qui permettent de produire sereinement des pois, par exemple, sans invasion de pucerons. Oui, j'allais vous demander, peut-être qu'il faut un peu de pédagogie, de transmission pour que le modèle soit fait ailleurs. Oui, et puis sur la ferme, on a fait le choix d'être intégré à un certain nombre de réseaux. Des réseaux comme le réseau, on va dire, Paysans de Nature, qui est un réseau national qui travaille sur ces questions de biodiversité. On vient de s'inscrire, et je suis administrateur aussi au réseau EU Farm, qui est une structure européenne qui vise à faire de la promotion et à échanger entre pairs à l'échelle européenne. Et puis après, il y a tout un tas de groupes locaux. On vient de créer une association culture de biodiversité également sur le territoire, plus locale, pour partager et témoigner qu'on peut effectivement imaginer une agriculture de la sorte. Mais merci beaucoup Emmanuel, vous avez été très clair, on comprend un peu mieux. Et encore bravo aussi pour ce titre. Merci à vous. Merci. Et vous allez passer le micro à Yorick Lavaux. Yorick, vous êtes en Gironde, c'est bien ça? Oui. Voilà, présentez-vous d'abord et puis on ira sur votre exploitation après. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Donc Yorick Lavaux, je suis ingénieur agroœnologue de formation et en 2010 avec ma femme, on a eu le projet de créer un... Allez-y, le micro un peu plus haut, allez-y. On a eu le projet de créer un lieu de vie qui soit une exploitation agricole pour installer notre logement et mettre en place les pratiques qui nous tenaient à cœur, à savoir l'agroécologie et le développement d'un système un peu plus résilient. J'allais vous demander, présentez-nous un peu votre ferme. Donc on avait des moyens très limités, on a trouvé une quinzaine d'hectares de terre dans l'entre-deux-mers avec une partie viticole qui correspondait à mon savoir-faire et à notre goût aussi pour la production de vin. Mais pas uniquement, on voulait un système qui puisse assez rapidement se diversifier et donc pour cela il faut des terres disponibles. Donc ces 15 hectares, ils sont découpés en 3 parties avec 5 hectares de forêt, 5 hectares de prairies et de friches et 5 hectares de vignes. D'accord, donc une diversification finalement et vous avez aussi du bio, c'est bien ça? Oui, on s'est mis en agriculture biologique dès le départ par conviction.
Et on ne regrette à aucun moment notre choix, hein, qui pour nous a permis, et d'ailleurs le voisinage aussi est très partie prenante dans ce choix. Ça nous a permis d'observer assez rapidement une explosion de biodiversité, à la fois au niveau des insectes et de la flore. Avec on arrive à avoir des prairies, des prairies au sein des parcelles de vignes avec plus de 70 espèces végétales, ce qui est un niveau intéressant. Exactement. Donc, quelles actions vous avez menées pour s'inscrire dans une agriculture durable, pardon? Les actions, il y a eu... Elles sont nombreuses, je suppose. Oui, c'est tout un tas de petites choses. On a mis en place des systèmes de récupération d'eau de pluie des toitures de l'exploitation pour pouvoir assumer les traitements et de la petite irrigation. On a mis en place des vergers. D'ailleurs, vergers qu'on est en train d'étendre là avec un projet olive. On a planté 3 hectares d'oliviers qui permet aussi de créer une autre culture. On a mis en place disons qu'on a diminué le nombre d'interventions au niveau du système d'intervention mécanique, on va dire, pour favoriser le développement d'une flore diversifiée, donc à savoir la diminution, voire la suppression des tontes, ce qui permet la mise en place d'un stock semencier intéressant, et parce que la tonte est extrêmement sélective sur les espèces végétales. Et rien que cette opération toute simple nous a permis d'avoir un nombre d'espèces dans les parcelles assez incroyable, avec l'apparition de fleurs. Tous les ans, on voit de nouvelles fleurs apparaître, de nouvelles espèces qu'on n'avait pas vues l'année d'avant. En termes de production, vous le parliez, vous faites du vin donc, mais pas que. Alors, le projet de l'huile. Voilà, le vin reste la culture immense. Enfin, d'un point de vue contribution au chiffre d'affaires, c'est le vin qui nous fait vivre, entre guillemets, aujourd'hui. Mais on met en place un projet important sur l'huile d'olive, qui reste assez récent pour le moment, et on a mis en place aussi du petit élevage. Et d'ailleurs, il y a des synergies assez intéressantes entre le petit élevage et les vergers. On fait un peu de fruits aussi, un peu de jus de raisin. Voilà, donc on a des synergies intéressantes. Une diversification, une complémentarité. Quelle perspective pour la suite? On continue dans cette oui, tout à dynamique-là? Voilà, on a récupéré des terres il y a 3 ans d'une exploitation voisine, des terres adjacentes, donc ça nous a fait un apport de surface assez important. Donc là, on est encore dans une phase un peu de suppression de vignes et de mise en place donc de vergers, de nouvelles cultures, de cultures pour les bêtes, de mise en place d'enclos pour les animaux. Donc il y a pas mal de pistes. De mise en place de mares aussi, on crée des espaces aquatiques pour récupérer les eaux de ruissellement et créer du potentiel d'arrosage. Dans ces mares, on a mis des poissons qui se développent de manière assez incroyable. Donc pourquoi pas du commerce de poissons sur les jardineries, enfin il y a plein de pistes. Tout un système qui se met en place, une biodiversité. Merci beaucoup Yorick. Avec plaisir. Et on va passer la parole, et encore bravo aussi. Merci. Pour ce titre. On va passer la parole à Laurent Guibert également, qui est en Gironde aussi, à Saint-Loubès. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes en vigne aussi, c'est étonnant, en Gironde. Oui, j'ai repris l'exploitation en 2011, une exploitation spécialisée en vigne, avec 25 hectares de vignes à l'époque. Et puis le temps est passé, mais le changement climatique faisant, la conjoncture aussi, en 2019, on a commencé à se poser pas mal de questions, et en 2022, on a ouvert la porte à d'autres productions animales, d'abord des poules pondeuses, pour retirer rapidement de la trésorerie, parce que la vigne étant, le contexte étant compliqué, il fallait trouver d'autres solutions. Et après, comme on était passé en bio en 2019, nous avons aussi eu des problématiques d'herbe et compagnie, donc on a essayé de trouver d'autres solutions, parce que la poule, elle ne consomme pas beaucoup d'herbe par rapport aux surfaces qu'on exploitait. Donc on est parti sur une activité ovin viande. Donc les moutons consomment un peu plus d'herbe que les poules. Oui. Exactement. Et justement, quelles réalisations vous ont permis de vous inscrire dans une agriculture durable? Alors nous, on est parti sur une idée pour limiter les frais, d'abord d'autoconstruire des poulaillers complètement autonomes,
C'est-à-dire qu'ils s'ouvrent, ils se ferment tout seuls. Ils sont autonomes pour une semaine. Dans l'idée que quand on se diversifie, la difficulté, c'est d'abord le temps, parce qu'on n'a pas une multiplication du temps qu'on a. Donc l'idée, c'était surtout d'avoir quelque chose de pratique et efficace. Et c'est pareil pour les moutons. On a créé une bétaillère adaptée au déplacement. Ils sont en plein air intégral. Exactement. Et donc, quelle perspective pour la suite? Continuer comme ça? La perspective pour la suite, ça serait de gagner en autonomie pour tout ce qui est céréales, pour les poules notamment, parce que les brebis n'ont pas d'apport là-dessus. Et après, de créer des zones plutôt fraîches pour les animaux en été, parce que le contexte fait aussi qu'on a des... On le voit aujourd'hui, hein. Voilà, on le subit encore aujourd'hui ici sous la halle, effectivement. Et, expliquez-nous un peu ces projets encore plus, dites-moi. Les projets, c'est de créer la rangée d'arbres pour pouvoir abriter les animaux des excès de chaud, des excès de froid aussi. Parce que les animaux ont besoin de se rafraîchir et d'avoir des lieux où ils peuvent se reposer. Créer de l'ombre naturelle, C'est en ça. quelque sorte. Et les poules, ça fonctionne bien? Très bien. Très bien. Mais merci beaucoup et encore bravo. Merci à vous. Au revoir. Merci. Et nous allons accueillir Marion Gaillard, c'est bien ça, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, non, en Vienne. Je suis dans la Vienne. Dans la Vienne, pardon. J'ai fait une mauvaise ligne, pardon. C'est pas grave. Dans la Vienne, donc chez moi, donc c'est parfait. Ah. À Boivre-la-Vallée. C'est ça. Vous voyez, je connais un peu. Donc expliquez-moi un peu quel est votre parcours à vous, personnel. Alors, moi, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Donc, j'étais assistante RH jusqu'à il y a 5 ans. Mon mari est, lui, céréalier depuis bien longtemps, en agriculture de conservation des sols. Et donc, beaucoup de couverts végétaux sur les terres. Et il cherchait des éleveurs pour faire pâturer les couverts. Chose qu'il ne trouvait pas forcément, parce que dans notre secteur, il y a peu d'élevage. Donc, du coup, on a pris la décision de, pourquoi pas, moi, changer de voie et puis m'installer en élevage ovin. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai repris une exploitation qui était à la base en bovin. Donc, il n'y avait plus de bovins depuis 2 ans. Donc, c'était des céréales traditionnelles, en conventionnel. Et donc, du coup, j'ai introduit 200 brebis aujourd'hui, en agriculture de conservation des sols également, qui sont faites par mon mari. Et donc, pâturage des couverts végétaux, destruction des couverts par le pâturage. Très bien, un beau projet. Mais quelle réalisation vous avez faite pour vous inscrire dans de l'agriculture durable là, depuis votre installation? Alors déjà, moi je suis en vente directe sur quasiment la totalité de ma production. Que ce soit en caissette, je fais aussi beaucoup de ventes de reproducteurs. Je valorise toutes mes brebis en transformation. Donc je fais tout faire par un prestataire boucher en local. Voilà. Il y a de l'autonomie aussi alimentaire, c'est ce que... 100%, ouais, en céréales et en fourrage. Et la conservation des sols, comment ça se passe? Très bien. Du coup, on a des choses variées dans les sols, une vie du sol qui reprend ses droits, voilà, et des brebis qui pâturent plein de variétés de plantes différentes. Et comment vous allez faire? Quelle perspective pour continuer sur l'exploitation? Quelle perspective pour l'avenir? Alors le but, c'est de continuer sur cette lancée, augmenter l'élevage ovin également, pour peut-être aussi voir avec mon mari pour une éventuelle association dans le futur, pour pâturer aussi sur sa ferme, parce qu'on a chacun notre exploitation. J'ai aussi des zones qui sont sur une zone de captage d'eau. Donc on a un projet d'agrivoltaïsme sur ces zones-là. Très bien, donc ça donne plein de projets en perspective et toujours du développement tout en respectant un peu ce côté durable de l'agriculture. Mais merci beaucoup Marion. Je crois qu'on va passer la parole à Guillaume Saraillé. Merci et encore bravo. Excusez-moi Guillaume, j'ai pas respecté l'ordre alphabétique. Les Pyrénées-Atlantiques, c'est avant la Vienne. Pardon. C'est plus bas. Oui, c'est pour ça. Donc Guillaume, présentez-vous d'abord et puis après présentez-nous votre exploitation. Eh bien, enchanté, Guillaume Saraillé. Donc, moi, je suis agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques, au nord de Pau, avec ma compagne. Donc, on a repris la ferme familiale. On a changé complètement le système qui était mis en place précédemment. Donc on est
On est passé à l'agriculture biologique dès la première année et surtout on a changé l'élevage. Avant c'était un élevage de vaches laitières et donc nous on a monté un troupeau de brebis laitières transhumants, transhumants Vallée d'Aspe, et on fait de la transformation fromagère sur la ferme. Et à côté de ça on a monté un atelier aussi qu'on appelle paysan boulanger, c'est-à-dire qu'on va du grain jusqu'au pain. Donc on produit différentes céréales comme du blé, du seigle, du sarrasin. On produit également du lin et après d'autres espèces plutôt pour l'alimentation animale. Et en quoi vos projets, votre production plutôt s'inscrit dans une dynamique durable de l'agriculture? Nous, l'idée, c'était de relocaliser l'alimentation. Alors, on nous parle beaucoup de souveraineté alimentaire et je pense qu'on en est acteur en faisant ce que l'on fait. Donc, on a choisi des races locales. On a des brebis basco-béarnaises, moins productives, mais avec un lait plus riche pour plus de rendement fromager. On a aussi également complètement travaillé sur le paysage, comme le disait précédemment un autre agriculteur. C'est-à-dire qu'on refait un maillage bocager. Parce que dans les années 70-80, c'était un peu l'inverse qui a été fait. On a fait des grandes parcelles pour plus de productivité. Ça a marché un temps, sauf que aujourd'hui, on se rend compte que la matière organique dans les sols elle s'est effondrée. Donc nous, le but aujourd'hui, c'est de la faire évoluer dans le bon sens. Et on est très fiers de voir que ça marche. Par justement l'association élevage et culture, on arrive à recréer un écosystème propice au stockage de la matière organique, au stockage du carbone, et aussi également grâce à la plantation d'arbres qui aident à cela. C'est encourageant quand on voit ces résultats. Oui, c'est encourageant. Et puis le vivant, quand on le laisse un peu s'exprimer, il nous offre des choses exceptionnelles. Et je pense qu'il faut qu'on soit plus à l'écoute du vivant. C'est joliment dit. Quelle perspective encore de développement? Des perspectives, il y en a toujours. Des projets, il y en a toujours. Là, on est en cours de faire ce qu'on appelle un séchage en grange. Donc, c'est pour sécher le fourrage avec une ventilation pour permettre de garder un fourrage de meilleure qualité, pour essayer d'avoir moins besoin de faire de culture, toujours dans l'idée d'essayer d'être dans l'économie d'énergie, surtout de carburant. Voilà. Mais si je peux me permettre, je profite aussi de ce moment pour parler du fait que tous les projets que j'ai écoutés, ils sont formidables, mais ils ne reflètent pas du tout ce qui se passe dans les campagnes en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, il y a un recul du nombre d'agriculteurs en agriculture biologique dans la région, et en partie, je pense, à la fois des décideurs politiques. En même temps, il y a toujours plus de produits phyto qui sont vendus chaque année. Ces ventes sont même relancées par la suspension du plan éco-phyto par le Premier ministre, sous la pression de la FNSEA, de la CR et des lobbies. Je voudrais rappeler qu'il y a 270 000 malades de Parkinson déclarés aujourd'hui, comme mon père. Mon père est ancien agriculteur qui m'accompagne aujourd'hui. Et cette maladie, elle est reconnue maladie professionnelle, liée aux pesticides, comme 4 autres. Et si les agriculteurs n'avaient pas peur ou honte de faire la démarche de la reconnaissance en maladie professionnelle, ce chiffre, je pense qu'il exploserait. Je pense à Paul François, agriculteur dans les Charentes, qui s'est vu menacé physiquement pour avoir parlé de la maladie et avoir tenu tête à Monsanto. En tout cas, je tiens à vous remercier. De mettre en avant des fermes qui essaient de trouver des solutions. Mais nous attendons des actes politiques forts. Parce que nous, c'est-à-dire la nouvelle génération, à qui on a confié la souveraineté alimentaire, elle attend des actes politiques forts. Et je pense déjà par respecter la loi Egalim au minimum, et à terme 100% d'agriculture, de produits bio dans les cantines, le retour des aides pour les agriculteurs biologiques et des moyens massifs dans la structuration de la filière bio. Ça va par de la recherche, du suivi technique dans les champs, dans les CETA, aider les coopératives bio, les transformateurs. Et surtout, je voudrais finir sur ce point-là, c'est l'application du principe de précaution quant à l'utilisation des produits phytosanitaires. Voilà. Mais merci Guillaume, le message est passé. Merci, on vous a écouté. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir sur le plateau les deux des trois thésards. C'est ça Bruno, vous vouliez réagir? Donc 2 des 3 thésards, Pierre Gastou et Laura Faris. Bonjour à vous deux, vous avez un micro pour 2. Les thèses récompensent en fait une recherche innovante. Allez, on va commencer par vous, Pierre. Présentez-nous un peu votre thèse en un peu plus de 180 secondes. On va vous les laisser. Quels sont les thèmes que vous avez traités et l'objectif de votre thèse?
En fait, déjà bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité de présenter un petit peu ma thèse. Donc, j'ai travaillé sur l'ESCA, qui est une maladie du bois de la vigne. Donc, parmi les différentes problématiques qui concernent la vigne, l'ESCA n'est pas forcément la plus connue, mais c'est dans de nombreuses régions viticoles et notamment en Nouvelle-Aquitaine, un des principaux facteurs de dépérissement du vignoble, pour lequel il n'existe pas vraiment de solution de gestion qui soit efficace et durable à ce jour. Et donc nous, on s'est intéressé au levier du matériel végétal, donc notamment du choix des cépages, en se demandant comment les différents cépages de vignes français ou internationaux étaient sensibles à l'ESCA et quels étaient les facteurs qui expliquaient ces différences de sensibilité. Mais quelle méthode vous avez entrepris pour... En fait, on a pu bénéficier d'une parcelle qui a été plantée en 2009 sur le site d'INRAE à Villeneuve-d'Ornon, qui s'appelle la parcelle Vitadapt, avec 46 cépages qu'on a suivis et qui sont conduits dans des conditions donc homogènes, avec les mêmes pratiques, un climat qui est stable et sur un même porte-greffe. Et donc ça nous permet vraiment de comprendre l'effet du cépage en tant que tel. Et donc on a bénéficié de suivis entrepris par notre équipe de recherche dans l'unité de recherche santé agroécologie du vignoble, suivi de symptômes depuis 2017. Et on s'est entouré de nombreux collaborateurs de différentes disciplines pour essayer d'identifier des facteurs sous-jacents, donc notamment en termes de physiologie de la plante, de communautés microbiennes associées au bois ou de réponses de défense, par exemple. Quelles étaient les différences sur ces points-là? Les résultats de votre thèse alors? Donc, les résultats, si on devait en identifier 2 ou 3 un peu forts, oui, rapidement. Ce serait dans un premier temps qu'il y a des très fortes disparités de sensibilité des cépages, y compris parmi les cépages qui sont classiquement plantés, par exemple à Bordeaux. Le Merlot est vraiment très peu sensible à l'ESCA, comparé par exemple au Cabernet Sauvignon ou au Sauvignon Blanc. Et dans les facteurs qui expliquent ces différences de sensibilité, on a déjà des différences de fonctionnement hydrique, par exemple. Donc les cépages qui sont les plus économes en eau semblent globalement moins sensibles à l'ESCA. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on pourrait imaginer combiner des choix de cépages qui associent donc efficience dans l'utilisation de l'eau, donc tolérance à la sécheresse et faible sensibilité à l'ESCA. Et enfin, on a identifié aussi des différences en termes de réponse de défense. Donc là, la production de molécules chimiques de défense qui est différente selon les cépages et qui peut expliquer les différences de sensibilité. Alors que les communautés de champignons, étonnamment, sont plutôt stables d'un cépage à l'autre. Donc c'est vraiment la partie plante plus que la partie pathogène qui semble expliquer les différences de sensibilité. Et là, vos travaux, comment elles peuvent s'inscrire concrètement dans l'agriculture régionale? Quelles vont être les perspectives et les applications? Et moi, je vois principalement 2 leviers d'application. Le premier, c'est dans le choix du matériel végétal, c'est-à-dire fournir aux viticulteurs et aux conseillers viticoles une nouvelle clé pour choisir le matériel végétal. Il y a énormément d'autres facteurs, la typicité, le rendement, d'autres encore, la sensibilité à la sécheresse dans le cas du changement climatique. Mais nous, on leur donne une clé de plus. On a essayé de communiquer auprès de la filière sur ce plan-là, de dire attention, si les maladies de dépérissement, l'ESCA, sont un problème chez vous, peut-être se tourner vers ce cépage plutôt que vers cet autre, dans la limite de ce qui est autorisé dans les appellations, par exemple. Et d'autre part, c'est à plus long terme d'essayer d'alimenter les programmes de sélection de nouveaux cépages, qui sont entrepris notamment par INRAE, mais par d'autres organismes aussi. Et donc, inclure la sensibilité à l'ESCA et aux maladies de dépérissement parmi les critères de sélection pour, à terme, mettre sur le marché des cépages résilients aux différents stress. Voilà. Très bien, mais merci et encore bravo. Merci. Pierre, pour ce travail très clair et cette présentation. On va passer le micro à Laura. Vous pouvez rester à côté d'elle. Laura, vous aussi, vous avez travaillé dans la vigne, c'est étonnant dans le coin. Oui, bonjour à tous. Présentez-nous un peu votre travail et les thèmes traités et les objectifs de votre thèse. Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup tout d'abord. Oui, en effet, on a travaillé juste à côté. Du coup, moi, je m'appelle Laura Faris et j'ai soutenu ma thèse pareil en décembre. Et le sujet était toujours en lien avec le matériel végétal, mais c'était plus un volet œnologique que moi j'ai étudié. En effet, j'ai étudié l'effet du porte-greffe sous l'arôme du vin de Cabernet Sauvignon. Du coup, j'avais un cépage et plusieurs porte-greffes. C'était un peu différent. L'idée de ce projet a été effectivement de creuser un peu plus nos connaissances par rapport à ce qui nous apportait le porte-greffe à niveau de l'arôme du vin, c'est-à-dire à niveau chimique et sensoriel,
Parce qu'en fait, dans la littérature, on a beaucoup d'études qui montrent que le porte-greffe module le comportement de la vigne, notamment la vigueur ou encore le rendement, mais aussi les caractéristiques chimiques des raisins, du coup les sucres, les acides organiques, etc. Mais par contre, il n'y avait pas vraiment d'études complexes sur ce sujet. Et une opportunité s'est créée grâce justement à une collègue qui a planté, Elisa Marguerite, qui a planté une parcelle sur le site de l'INRAE à Villeneuve-d'Ornon, où en fait elle a planté 55 porte-greffes sur 5 cépages. Et ce dispositif, c'est quand même quelque chose de très unique et dans la région, mais même en France et j'imagine aussi à un niveau mondial. Et justement, quelle méthode vous avez? Et justement, pour ce travail, j'ai pu du coup utiliser les données que cette collègue a récoltées à un niveau agronomique. Et de mon côté, j'ai vinifié les vins et du coup, j'ai étudié la composition chimique des vins et j'ai caractérisé à niveau sensoriel les vins. Et voilà, du coup, à niveau des résultats, ce qui est intéressant, c'est que sous les 20 porte-greffes que j'ai étudiés, sur le cépage Cabernet Sauvignon, qui est quand même un cépage emblématique de la région de Bordeaux et reconnu aussi pour sa typicité à niveau mondial, en fait, on a pu montrer que dans les conditions de mon étude, il n'y avait pas de différence vraiment marquante sous l'arôme du vin, chose qui est quand même un message important pour les viticulteurs qui peuvent, sur la base de mes résultats, se dire, bon, on utilise le porte-greffe plus comme un levier d'adaptation aux conditions du sol ou encore des particularités des cépages. Voilà. Et donc, quelles perspectives et quelles applications concrètes on peut avoir dans l'agriculture de notre région? Alors, moi, ce que je vois comme message, je pense, important pour les viticulteurs, c'est qu'avant de se pencher sur de nouveaux cépages, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec les porte-greffes, justement. Parce que, mis à part le côté aromatique, qui est très important, mais on a pu voir aussi qu'à un niveau de la composition des baies, il y a quand même des écarts intéressants, chose qui, à un niveau technologique, en fait, de production du vin, en fait, on pourrait aussi envisager de choisir des porte-greffes en fonction aussi de la production en acide organique ou encore des sucres, pour, par exemple, pour adapter mieux justement au changement climatique, etc. Voilà, c'est ce que je vois pour la filière. C'est peut-être qu'il y a d'autres choses à explorer avant de tout révolutionner et changer du coup la typicité des vins des Bordeaux. Très bien, mais merci beaucoup Laura du message passé. Et encore bravo à vous pour ces travaux, à vous deux. Un petit mot de conclusion, vous le disiez, peut-être un appel à candidature. Allez-y Bruno Millet. Avant de donner la parole à Francis qui conclura nos échanges, juste un petit point quand on revient sur les lauréats de cette année. Caractéristiques qu'on avait déjà identifiées dans l'étude qu'on a faite sur que sont-ils devenus. On avait regardé la centaine de lauréats qu'on a eu depuis le début, est-ce qu'ils sont toujours en place, etc. Et qui est-ce qui a fait qu'ils sont durables. Il y a deux choses que j'avais retenues à l'époque et je trouve qu'on les retrouve ici. La première, c'est la diversification. C'est-à-dire qu'en fait, pour être durable, alors c'est une vraie lapalissade. Il ne faut peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Bon, voilà. Donc en fait, quand on diversifie, on a moins de risques d'avoir une catastrophe sur sa monoproduction, sur un aléa climatique, un aléa de marché ou ce qu'on veut, ou un aléa sanitaire. Donc diversification. Et la deuxième, on le retrouve ici à nouveau, on l'a vu avec Marion Gaillard, on l'a vu avec M. Guibert, on l'a vu aussi chez Yorick Lavaux, c'est l'élevage qui repointe son bout du nez. Parce que finalement, l'élevage, il a une vertu dans l'équilibre Alors, je dis quand même toujours exploitation, mais je peux dire la ferme. Mais pour moi, ça n'a pas de connotation ni négative ni positive. Mais je crois qu'effectivement, le fait de réintroduire l'élevage, alors soit en direct, soit en accord avec son voisin, etc., contribue à améliorer la durabilité des systèmes. Parce qu'effectivement, avec l'élevage, on ramène du vivant, on ramène de la matière organique. Enfin, je ne veux pas faire tout le débat, mais on retrouve vraiment cette ligne-là. Et les lauréats de cette année, ils sont typiquement dans cette illustration. Voilà ce que je voulais juste ajouter. Merci pour ce joli mot, effectivement. Et c'est quelques mots de conclusion. Mais avant de conclure totalement cette émission, on va vous repasser la parole. Francis, expliquez-nous un peu comment on va faire pour candidater, pour se lancer pour 2027.
Alors merci. Tout d'abord, je voudrais féliciter les lauréats, qui soient les 2 thésards. Alors je commence par eux parce qu'il faut dire que lorsqu'on les a retenus, ils ont été bien meilleurs ce matin, ou cet après-midi, pardon, qu'ils avaient été sur leur vidéo, et je ne regrette surtout pas de les avoir retenus, enfin que nous les ayons retenus, parce que je ne suis pas tout seul, parce que franchement c'est très très intéressant. Féliciter également tous les exploitants qui sont sur des exploitations familiales. Moi non plus, j'ai le terme ferme, c'est un peu dans mon langage un peu restrictif, donc c'est pour ça que je préfère parler d'exploitation, et surtout Bruno le soulignait, mais à les entendre, j'ai l'impression qu'on revient sur l'exploitation familiale que l'on a connue de polyculture, où il y avait un peu de multiples productions, et quand une n'allait pas bien, l'autre rattrapait, ce qui fait qu'il n'y avait jamais d'excellentes années, mais il y avait toujours des années correctes sur les exploitations agricoles. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qui a été un peu bousculé, que Guillaume a bousculé un peu dans sa fin de propos, dire que le but de notre fondation, c'est pas d'affronter le conventionnel et d'autres techniques agricoles, c'est de promouvoir d'autres techniques agricoles qui peuvent être reproductibles sur d'autres exploitations, et surtout dire également, parce que c'est pas trop ressorti dans les différents entretiens, que nos experts à la fois regardent la technicité du projet, mais regardent aussi l'économie du projet. Nos experts ont certes pas la comptabilité détaillée de nos lauréats, mais ont une partie de la comptabilité, ce qui nous permet de voir qu'il y a une rentabilité dans ces exploitations-là. Et le troisième point que je veux reprendre, c'est un problème sur le problème économique, c'est que derrière, il y a un marché. Et pour ces exploitations-là qui se diversifient, qui sont dans des concepts qui ne sont pas dans l'agriculture conventionnelle, il faut derrière un prix du produit qui soit rémunérateur, parce qu'il coûte plus cher à produire. Et je crois que c'est là où il y a une attente, on l'a entendu tout à l'heure, il y a une attente de ces lauréats, de ce système d'agriculture, où il faut prendre en compte cette protection de l'environnement, ce travail supplémentaire, ça a un prix de revient, et il faut que le consommateur le prenne en compte dans ses achats. Ça, c'est le point que je voulais mettre un peu en exergue. Après, je voudrais remercier les experts, je les ai cités, mais il faut savoir que les experts sont passés sur les 14 exploitations des 14 candidats, mais ça demande du temps, et nos experts, certes, si ce sont des retraités de la filière agricole en général, ou de la communication de l'agriculture, puisque nous avons des experts qui viennent du journalisme, ils passent du temps, donc merci à eux. Merci à tous les fondateurs qui nous assurent leur soutien à tous les instants. Merci à AgriWeb TV de nous réserver tous les ans un moment sur ce plateau pour mettre en valeur ces lauréats et mettre en valeur notre fondation. Merci au service communication de la SAFER qui est omniprésente ce soir et qui va faire par les réseaux sociaux des reportages sur notre lauréat. Et merci à eux, merci au directeur général qui est parmi nous. Et puis vous dire que on va passer de là à le. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là, le ? Eh bien, notre fondation va évoluer, et donc elle va quitter le terme fondation, mais pour passer au fond, pour un problème économique, tout simplement, passer sous la forme de fonds pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine. Au niveau économique de gestion, Bruno peut en témoigner, ça nous coûtera bien moins cher en gestion, et donc nos lauréats pourront en profiter encore plus. Voilà. Merci encore à tous. Merci pour ces mots. Et on n'hésite pas à candidater pour 2027, effectivement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission.